Bienvenue dans Parlons tout seul, le podcast immersif où mes monologues intérieurs s'évadent enfin de ma tête et prennent un micro. Développement personnel, médias, sciences cognitives, actualités, sujets de société. Ici, je partage mes réflexions ou celles de mon entourage, mes questions existentielles, parfois un peu absurdes, tout en essayant de comprendre le monde qui m'entoure et moi-même. Alors si toi aussi tu te surprends à débattre avec ton shampoing sous la douche, ou que tu as souvent des conversations passionnées avec ta propre tête, ce podcast est clairement fait pour toi. Alors prends ton casque et viens parler tout seul avec moi. Salut! Je ne sais pas si tu as écouté l'épisode précédent, avons-nous été alertés sur les enjeux environnementaux, mais voici le deuxième épisode de cette série. Comment sont traités médiatiquement les enjeux environnementaux? Bon, on va commencer par se demander déjà pourquoi les médias sont essentiels face à l'urgence climatique. Le dérèglement climatique est bien réel et ses effets sont déjà visibles. Vagues de chaleur extrême, montée du niveau de la mer, précipitations records, feux de forêt. Ces catastrophes impactent notre santé, notre économie et détruisent la biodiversité. Et ce n'est que le début. J'y reviens souvent, mais le dernier rapport du GIEC, la R6, rappelle une chose essentielle. Le changement climatique aggrave les inégalités, notamment dans les pays du Sud, où l'habitabilité devient un défi à cause de la chaleur, des pénuries alimentaires et des crises sanitaires. Mais il insiste aussi sur un point crucial. Nous pouvons encore agir. Les solutions existent et sont connues, énergie renouvelable, arrêt de la déforestation, efficacité énergétique, alimentation plus végétale. Pourtant, les décisions politiques fortes se font attendre. Mais on en a déjà parlé dans l'épisode précédent. Le GIEC met en avant une autre nécessité urgente, une coopération mondiale. Gouvernements, entreprises, citoyens et citoyennes, scientifiques et médias. Tout le monde doit s'impliquer. Les médias ont donc un rôle clé. Ils façonnent l'opinion publique et peuvent mobiliser largement. Mais encore faut-il savoir comment en parler et quand en parler de ce dérèglement climatique. Chaque soir, plus de 13 millions de Français et Françaises regardent le JT, le 20h de TF1, de France 2, de France 3, une audience qui a un poids colossal. Puisque ce qui se dit à l'écran influence l'opinion publique, et donc les décisions politiques. Mais le problème, c'est que l'écologie reste souvent un sujet de niche, qu'on ressort par temps de canicule, de plages bondées ou d'inondations. Depuis 3 mois, en Meurthe-et-Moselle, il est tombé plus de 260 mm de pluie. C'est l'équivalent d'un mois de précipitations de plus que la normale. Le résultat est bien visible chez cet agriculteur. La chaleur ne retombe pas vraiment avant la 4e vague de canicule prévue la semaine prochaine. Et c'est notamment le cas dans le sud-est de la France, des températures qui ont atteint par endroits les 36 degrés comme à Marseille. Alors forcément pour les Marseillais, la baignade reste le meilleur moyen de se rafraîchir, Nina Pavant. Cette canicule au mois de juin est-elle exceptionnelle ? Oui, on peut le dire parce qu'elle est précoce et intense. Regardez, voici pour les 2 prochains jours les zones dans lesquelles il est le plus probable de battre des records de température pour une mi-juin. Plus c'est rouge, plus le risque est élevé. Et regardez, vendredi, la France sera bien cramoisie. C'est rare de voir cette carte à cette période de l'année. L'enjeu, c'est donc de toucher un public plus large, de rendre ces sujets accessibles et compréhensibles pour toutes et tous. Car sans une vraie prise de conscience collective, il sera difficile de peser sur les choix politiques et économiques. Mais pour informer les citoyens et citoyennes autour de ces enjeux, il faudrait premièrement commencer par les comprendre. Alors comment les médias parlent, ou pas, d'écologie ? On entend souvent des termes comme transition écologique, développement durable, crise environnementale, révolution verte, mais derrière ces mots, de vrais enjeux restent parfois mal compris ou mal traités dans les médias. Le mot transition écologique a fait son apparition en 2008, lorsqu'un journaliste du Parisien interroge Jean-Louis Borloo, alors ministre de l'écologie, et lui demande « Qu'allez-vous faire pour accélérer la transition écologique ?» Depuis, les médias parlent de plus en plus d'environnement. Une étude de la plateforme de veille Média, ADAI, et l'Observatoire Société et Consommation a analysé 180 millions d'articles publiés entre 2011 et 2020. Et cette étude, elle a révélé que les sujets liés à la transition écologique ont augmenté de 183% en 10 ans. Mais de quoi parle-t-on vraiment quand on dit transition écologique ? Dans les médias, il y a 3 grands thèmes qui dominent. Le premier, c'est le climat, avec un score de 20%. Catastrophes naturelles, vagues de chaleur, inondations.
Le deuxième, c'est les politiques énergétiques et de transport, avec un score aussi de 20%. Énergie renouvelable, voitures électriques. Et le troisième, c'est les activités humaines et industrielles, avec 16%. Pollution, industrie polluante. Et ensuite, ce qui vient après, c'est secondaire. L'écologie politique institutionnelle, avec 8%. Et il y a encore d'autres sujets qui sont encore moins couverts, comme la publication de rapports scientifiques, 7%. La santé, 6%. Et l'équilibre du vivant et de la biodiversité sont à 4%, au même titre que le militantisme, l'engagement citoyen, qui restent minoritaires alors qu'ils sont essentiels pour comprendre l'urgence écologique dans sa globalité. Si on se penche sur le sujet le plus traité, qui est celui donc du climat, au sens des manifestations de dérèglement climatique, donc on l'a dit, inondations, sécheresse, hausse des températures, on observe donc une attention grandissante depuis 10 ans. Le sujet traité passe de 15% en 2010 à 20% en 2020. C'est super, me direz-vous. Eh ben, pas vraiment. Le problème, c'est que les médias se focalisent souvent sur le réchauffement climatique et ses effets, sans toujours montrer les liens avec d'autres crises écologiques. Bah oui, y a pas que ça en fait. Il y a l'effondrement de la biodiversité, la pollution, la raréfaction des ressources. Or, tout est connecté. C'est d'ailleurs ce qu'a dénoncé Christian Amblard, directeur de recherche honoraire au CNRS, dans une tribune pour Le Monde. L'urgence environnementale ne se réduit pas à l'urgence climatique. Le climat est alors le sujet vedette. Les événements qui sont le plus relayés sont notamment l'été 2024, qui d'après l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, était l'année la plus chaude jamais enregistrée et qui continue de faire croître l'usage du terme canicule. Sans oublier la couverture des sommets internationaux, COP28, COP29. Et en ce qui concerne les 44% d'autres sujets restants, ils sont éclatés en une dizaine de sous-thématiques et sont abordés de manière isolée dans les débats. Pourtant, ils sont nombreux et méritent une attention aussi importante que le climat, puisqu'ils y sont tous liés, on l'a dit. Mais on les perçoit souvent de manière erronée. Par exemple, on confond une activité humaine, comme la consommation d'énergie, avec ses conséquences, comme les émissions de CO2, le réchauffement climatique ou encore la perte de biodiversité. Ce manque de clarté, il empêche une réelle prise de conscience et donc des actions efficaces pour protéger l'environnement. Et même si le climat est le sujet le plus médiatisé, ses causes et ses conséquences restent donc peu abordées par rapport à d'autres actualités. La preuve. En 2022, le collectif Climat Média, après avoir fait les comptes, a réalisé que le 28 février 2022, le jour de la publication du dernier volet du 6e rapport du GIEC, les journaux du midi et du 20h, comprenant donc TF1, France 2, France 3, Arte et M6, ont consacré seulement 3 minutes au rapport. 3 minutes. Ce jour-là, les médias ont préféré parler de la fin du port du masque, du salon de l'agriculture ou encore du carnaval de Venise. Un an plus tôt, en août 2021, l'arrivée de Lionel Messi au PSG avait éclipsé le premier volet du rapport du GIEC, qui n'avait fait la une que 24 heures, contre une semaine entière pour le footballeur. Et aujourd'hui, en 2024, les enjeux environnementaux ne représentent que 3,7% du temps d'antenne dans les programmes d'information des médias audiovisuels français. Et ça, c'est selon l'Observatoire des médias sur l'écologie. Une baisse donc de 30% par rapport à 2023. Donc les alertes du GIEC passent souvent à la trappe. Ce manque de couverture médiatique frustre donc les scientifiques, comme Alexandre Magnan, chercheur en adaptation au changement climatique et contributeur donc du rapport du GIEC, qui a dit « On a travaillé sur un rapport qui dresse des constats inquiétants pour l'humanité, et les JT de France n'en parlent pas. C'est troublant. On a besoin des médias pour relayer notre message et mettre la pression sur les politiques publiques. » Donc les journalistes comprennent mal les enjeux environnementaux. C'est vrai que c'est pas évident pour un journaliste d'interpréter des statistiques sur le climat s'il ne maîtrise pas les concepts et les méthodes scientifiques. L'écologie, c'est un domaine vaste qui touche à la climatologie, aux écosystèmes, à l'ingénierie environnementale, voire à la psychosociologie. Et sans ces connaissances, on assiste souvent à des confusions dans les médias. Résultat, les sujets sont parfois mal expliqués, voire complètement déformés. Une étude de l'Institut Via Voice pour les Assises internationales du journalisme de Tours révèle que 57% des Français estiment que les journalistes ne sont pas assez informés pour parler correctement d'écologie. Et c'est aussi l'avis de Ségolène Almandou, rédactrice en chef de NTR pour France 24 et RFI, qui souligne que le journalisme environnemental nécessite des bases scientifiques, économiques, juridiques et politiques solides. Elle-même a enquêté sur le glyphosate et a publié un rapport sur les journalistes spécialisés en climat hostile. Elle dit « Il ne suffit pas de faire du journalisme, il faut aussi enquêter sur le journalisme.
Prenons un exemple. Le 28 février 2022, lors du JT de 13h sur France 2, le présentateur annonce « Nouvelle alerte des experts climatiques de l'ONU ». Problème. Le GIEC n'est pas une organisation de l'ONU, mais un groupe indépendant de scientifiques. Cette erreur, elle peut sembler anodine, mais elle entretient la confusion sur le rôle et la légitimité de ces experts. Ces erreurs journalistiques, elles empêchent les citoyens de comprendre et d'agir correctement. Par où commencer en tant que citoyen et citoyenne avec par exemple des articles comme « L'industrie du textile, deuxième industrie la plus polluante au monde ». C'est faux. Ou encore « L'élevage qui pollue plus que toute l'industrie des transports ». Ça aussi c'est faux. On comprend alors que les sources sont mal choisies. Pour compenser leur manque d'expertise, les journalistes s'appuient sur des invités et des études, mais souvent mal sélectionnées. Vous êtes d'accord avec moi, on ne s'improvise pas scientifique. Et c'est pourtant ce que nous pouvons voir dans des journaux avec de grosses audiences qui font intervenir des personnalités sur des champs d'expertise qui ne sont pas les leurs. Des économistes interrogés sur des questions d'énergie, des journalistes interrogés sur des questions de biodiversité, et ça brouille l'information, donc le débat et finalement l'opinion des spectateurs. Un cas flagrant, le 30 mars 2022 sur CNews, un ex-haut fonctionnaire spécialiste de la sécurité routière, Christian Gérondeau, est invité à parler du climat. Auteur de plusieurs livres climato-sceptiques, il martèle « Le climat a toujours changé et ils veulent nous faire croire que c'est une catastrophe », insinuant donc que le GIEC serait une organisation manipulatrice. Ce genre d'invitation pose problème. On donne du crédit à un avis personnel sans expertise scientifique, alors que le GIEC réunit 195 experts reconnus et que son travail fait consensus depuis les années 70. Et depuis 2007, aucun scientifique de renom ne conteste ses conclusions à l'échelle nationale ou internationale. Donc ces erreurs de casting médiatique, elles contribuent à brouiller l'information et à alimenter la méfiance du public. Les médias choisissent aussi mal leurs mots. Les termes employés dans les médias sont souvent flous et mal utilisés. Par exemple, on entend souvent « le réchauffement climatique est dû aux activités humaines ». Une phrase qui semble juste, mais qui, mal formulée, laisse entendre que chaque individu, pris isolément, est responsable de la crise climatique. Or, la responsabilité, elle est bien plus complexe. Elle dépend des classes sociales, des choix économiques, des décisions politiques, d'une société d'abondance, du système productiviste en place. L'écrivain Jean-Baptiste Combier, auteur de La question climatique, genèse et dépolitisation d'un problème public, dénonce cette tendance à tout faire reposer sur l'individu. Il parle de catégories universalisantes, qui diluent les véritables responsabilités. Il accuse l'État de pousser les citoyens et citoyennes à se sentir coupables, plutôt que d'agir à son niveau et d'en oublier les politiques publiques. Un exemple marquant, en 2004, le ministère de l'Environnement déclarait que les Français sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Ce chiffre est trompeur, car il ne prend pas en compte les énormes écarts de consommation et d'émissions entre les différentes catégories sociales. Bien sûr, chacun peut agir à son échelle, et plus il y aura de personnes mobilisées, plus il y aura de poids dans le discours qui poussera à contraindre les médias, les entreprises et le gouvernement à examiner eux aussi leur discours. Mais si tous les Français adoptaient un mode de vie exemplaire, ils ne réduiraient leur empreinte carbone que de 25%. Et ce chiffre vient d'une étude du cabinet Carbone 4. Or, l'objectif de l'accord de Paris exige une réduction de 80% pour rester en dessous de la hausse de la température de 2 degrés. L'action individuelle seule ne suffira pas. Il est donc important de penser à cette dimension collective lorsque l'on parle d'actes individuels, pour ne pas gommer les inégalités sociales. Et ça se démontre par exemple avec le sujet de la mobilité à la campagne, qui contraint les familles à utiliser la voiture, face à des citadins qui, eux, ont plus de facilité à utiliser les transports en commun. Pourtant, ce discours culpabilisant, il est partout, y compris chez les politiques. En 2019, souvenez-vous, Emmanuel Macron déclarait « La solution au réchauffement climatique, c'est d'abord chacune et chacun d'entre nous. Quand tu décides de ramasser tes déchets, de faire du tri et de consommer autrement pour améliorer la situation de la planète. » Et en 2022, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, évoquait même la pollution liée à un mail un peu rigolo qu'on envoie à un ami avec une pièce jointe et qui consomme beaucoup d'énergie. Alors encore une fois, bien sûr, les petits gestes comptent, mais l'État ne peut pas se contenter de renvoyer la responsabilité aux citoyens et citoyennes. Il doit jouer son rôle de régulateur et d'investisseur.
Si on veut des changements réels, ils doivent être collectifs et structurels. La responsabilité est systémique. Et ces gestes ne supprimeront pas notre dépendance à un système de transport fonctionnant, que nous le voulions ou non, sur la base d'énergie carbonée. Et la construction d'une solution viable et crédible ne peut faire l'impasse sur une action collective forte. C'est pourquoi ces propos détenus par les politiques, mais surtout diffusés par les médias, sont inefficaces, voire dangereux pour déclencher une prise de conscience et une action politique, puisque chaque acteur se renvoie la balle alors qu'il faudrait jouer sur des leviers plus collectifs. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur le traitement médiatique qui masque les causes. Les médias se concentrent souvent sur les conséquences des catastrophes climatiques plutôt que sur leurs causes. On parle des incendies, des inondations, des sécheresses, mais rarement des responsabilités des industries polluantes ou du système économique. Cela permet à certaines industries de ne pas répondre de leur activité destructrice. Et ça, c'est ce que dénonce Guillaume Sainteny dans son livre Le climat qui cache la forêt. Le réchauffement climatique est souvent présenté comme la cause principale de la destruction de la biodiversité ou de la dégradation des sols, alors qu'il en est aussi la conséquence. Magali Payan, fondatrice du mouvement On est prêt, insiste sur la nécessité de relier le climat à d'autres sujets comme l'économie, la technologie ou la justice sociale. Elle dit « Je conseille aux journalistes de remettre ce sujet dans sa complexité, qui est beaucoup liée au système économique dans lequel on vit. » Un exemple frappant de cette approche biaisée, le 15 septembre 2021, France 2 diffuse un reportage sur les inondations dans le Gard, suivi d'un sujet enthousiaste sur la reprise de la construction immobilière près de Bordeaux. Pourtant, aucun lien n'est fait entre l'artificialisation des sols, c'est-à-dire la transformation de terres agricoles, naturelles ou forestières, par des aménagements qui les rendent imperméables, et donc qui aggravent les inondations, et la catastrophe montrée juste avant. Ce journal fera également l'éloge des voyages spatiaux d'Elon Musk, mais oublie de parler des tonnes de CO2 que cela génère. Cette tendance à annoncer le problème plutôt que de l'expliquer présente le changement climatique comme une série de catastrophes inévitables. Les médias le rendent fataliste, comme si rien ne pouvait être fait. Alors qu'en réalité, ce sont nos modes de production et notre quête de profit qui en sont la cause première. Et cette vision catastrophiste de l'écologie, lasse. Images chocs, incendies gigantesques, inondations, ours polaires en détresse, discours annonçant la fin du monde. La situation de notre planète est souvent présentée sous un angle alarmiste. D'après un sondage des Assises internationales du journalisme, un tiers des répondants trouvent cette couverture médiatique trop catastrophiste. Si cette couverture participe à la sensibilisation du grand public, elle agit différemment selon les profils, provoquant paralysie, déprime ou indifférence. Le chercheur en psychologie organisationnelle norvégien Per Espen Stoknes parle de lassitude de l'apocalypse, l'un des freins majeurs à la prise de conscience climatique. Lors d'une conférence TED, il explique que les messages alarmistes paralysent plus qu'ils ne mobilisent. L'intention est de montrer une réalité brutale. La destruction de l'environnement met en péril notre avenir. Mais tout le monde ne réagit pas de la même façon. Il dit « Pour un militant ou une personne éclairée sur le sujet, ce genre d'image va renforcer sa vision du monde. Pour les personnes peu conscientisées, ce type de photo ou de vidéo va plutôt provoquer de l'indifférence, voire le rejet. Elles marchent peu sur leur profil car c'est trop éloigné de leur réalité quotidienne. » D'ailleurs, Anne-Sophie Novelle, journaliste spécialisée dans les alternatives écologiques et les médias, partagera une analyse similaire. Elle dit « On a tous une sensibilité différente, qu'on soit novice sur le sujet climat ou militant. Mais je dirais que cette perception évolue au fil du temps. Pour ma part, à certains moments, le catastrophisme m'a vraiment fait déprimer. Mais à d'autres, je pense qu'il est utile pour réveiller les consciences. Une chose est certaine, relayer seulement les problèmes est loin d'être suffisant. Les journalistes doivent absolument se faire l'écho des ressources disponibles pour agir. Informer sur les crises est essentiel, mais sans oublier d'évoquer les moyens d'agir. Une couverture médiatique mal équilibrée influence les priorités du public, ralentit le débat et freine la prise en compte politique des enjeux environnementaux. À partir de là, je pense qu'il est important d'aborder la gouvernance des médias. Qui possède les médias ? Le journalisme, c'est avant tout informer le public en rassemblant et en présentant des faits de manière rigoureuse. Cette mission, elle repose sur des règles éthiques, appelées déontologie, qui guident les journalistes dans leur travail. Autrement dit, ce sont les principes qui définissent la conduite à adopter dans la profession.
Ils ne sont pas imposés par la loi, mais ils garantissent la crédibilité du journalisme et protègent les médias contre les accusations de fake news. En France et en Europe, ces principes sont encadrés par deux textes majeurs. La Charte de Munich, qui date de 1971, adoptée par les syndicats de journalistes européens, et la Charte des journalistes, qui date de 1918, révisée en 1938, qui fixe les bases du journalisme en France. Certaines rédactions ont aussi leur propre charte interne, mais toutes insistent sur les mêmes fondamentaux. Le droit des citoyens à une information fiable, l'indépendance des journalistes, la vérification des faits, le refus de la censure, quelle qu'elle soit. Pourtant, malgré ces engagements, l'argent a pris le dessus sur ces principes et pas que. Et l'environnement est souvent la première victime de cette influence. En 2017, le monde diplomatique et Acrimed créent la carte des médias français, un outil aujourd'hui bien connu pour comprendre qui possède réellement les médias et qui en contrôle les décisions. Cette carte est régulièrement mise à jour, dernièrement donc en 2024, et le constat est sans appel. La plupart des grands médias sont aux mains de milliardaires issus de l'industrie, du luxe, des transports, de la téléphonie ou du bâtiment. En clair, l'information dépend souvent de puissants intérêts financiers et industriels, ou même de l'État. Alors, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, quelques grands patrons des médias en France. Vincent Bolloré, une fortune qui s'élève à 10 milliards de dollars. Il contrôle un empire médiatique avec Canal+, CNews, C8, Europe 1, le JDD, Paris Match. Ensuite, Patrick Drahi, une fortune qui s'élève à 4,2 milliards, propriétaire de BFM TV, RMC, l'étudiant et soutien de Libération. Xavier Niel, 8e fortune française, fondateur de Free, il possède Le Monde, Nice Matin, France Entier et a lancé l'Informé. Daniel Kretinsky, une fortune qui s'élève à 9,2 milliards, investisseur dans le charbon, il a racheté Elle, Télé 7 jours, Franc-Tireur, Marianne. Bernard Arnault, une fortune qui s'élève à 238,5 milliards, patron de LVMH, il détient Le Parisien, Les Échos, Connaissance des Arts, Radio Classique. Et c'est là que ça devient inquiétant, quand l'information est contrôlée par quelques ultra-riches. La liberté de la presse et l'indépendance des journalistes sont en danger. Ces milliardaires font partie de l'oligarchie, une élite qui protège ses intérêts et peut influencer l'opinion publique grâce aux médias. Voyons ensemble les deux éléments clés qui garantissent un média indépendant. Alors, en premier, c'est le capital. Qui détient les parts? Les propriétaires ont-ils des intérêts à défendre? Et en deuxième, la gouvernance. Qui décide de la ligne éditoriale? Qui a le droit de vote? Un média véritablement indépendant ne devrait pas être sous l'influence de puissants groupes financiers ou industriels. Aujourd'hui, son indépendance repose en grande partie sur ses actionnaires, en particulier si leur principale source de revenus dépend de ce média. Pour garantir une information libre et objective, sa gestion devrait être guidée uniquement par une mission journalistique, sans aucune pression extérieure. La gouvernance joue également un rôle clé. Le pouvoir de décision lié au droit de vote peut directement influencer la ligne éditoriale, mettant ainsi en jeu l'impartialité du média. Vous savez, la capacité à relater les faits sans parti pris. Et cette gouvernance, elle représente un danger pour la liberté de la presse. Le documentaire Media Crash, qui a tué le débat public, sorti en janvier 2022, et réalisé par Valentine Auberti et Luc Hermann, respectivement journalistes à Mediapart et Première Ligne, met en lumière un constat alarmant. 9 milliardaires contrôlent 90% des médias français. L'un des cas les plus marquants est celui dont on a déjà parlé tout à l'heure, Vincent Bolloré. Si on se focus sur lui, cet industriel breton, milliardaire, a racheté, je le rappelle, plusieurs médias, donc Canal+, et sa chaîne d'information CNews. Après l'acquisition de Canal+, 95 journalistes sur 120 ont démissionné, provoquant l'une des plus longues grèves dans un média privé. En 2021, le Sénat a lancé une commission d'enquête pour évaluer l'impact de cette concentration des médias sur la démocratie. Mais les grands patrons invités ont simplement assumé qu'ils faisaient du business sans reconnaître aucun problème. Résultat, aucune régulation, et Bolloré a continué son expansion. La même année, il devient l'actionnaire principal de Lagardère, prenant ainsi le contrôle d'Europe 1 et Paris Match. Cette nouvelle acquisition déclenche une grève de 5 jours, suivie du départ de plus de la moitié des journalistes. Il y avait une ambiance de fin du monde, raconte Damien Mestre, ancien pigiste d'Europe 1.
Au-delà des tensions internes et d'un management jugé brutal, le rapprochement entre Europe 1 et CNews, une chaîne d'extrême droite, inquiète les journalistes. CNews a d'ailleurs fait l'objet d'une enquête judiciaire pour provocation à la haine raciale et injures publiques à caractère raciste. Un exemple frappant, Christine Béroux, humoriste sur Europe 1, publie sur Twitter une blague sur Éric Zemmour. Très vite, un responsable lui demande de la supprimer. Elle refuse et préfère démissionner. Ce qui se passe est grave. Là où la liberté d'expression n'a pas sa place, je n'ai pas ma place non plus, confie-t-elle à Télérama. Elle raconte aussi qu'un animateur de la matinale l'avait mise en garde. La semaine dernière, un journaliste a été convoqué par la direction pour avoir envoyé une petite pique à Éric Zemmour, selon une tribune publiée dans Le Monde. On comprend alors que quand quelques milliardaires contrôlent les médias, la liberté de la presse est en péril. Mais alors pourquoi l'écologie est absente des grands médias ? Déjà, je pense qu'on peut commencer par se poser la question comment les médias se financent. Alors les médias, ils ont plusieurs sources de financement, mais certaines sont plus courantes que d'autres. Petit 1, les lecteurs et les abonnés. Une minorité de Français acceptent de payer pour l'info, moins de 15% aujourd'hui. Petit 2, la publicité, qui est tout de même de moins en moins rentable, parce que les GAFAM captent l'essentiel du marché numérique, et les bloqueurs de pub réduisent encore ses revenus. Petit 3, les impôts. Les citoyens financent les médias publics via la redevance TV, qui a été supprimée en 2022 mais qui est donc compensée par l'État, et les aides à la presse. Et enfin, petit 4, les actionnaires. De plus en plus souvent, de grands industriels extérieurs aux médias investissent, à perte, non pas pour l'information, mais pour défendre leurs intérêts économiques et politiques. Et c'est là que la question se pose. Pourquoi posséder les médias ? Les grands groupes médiatiques dépendent largement de la publicité. Mais parler du climat et des enjeux écologiques revient à critiquer les industries qui financent ces mêmes médias. Bah oui, le sujet il est directement lié au modèle économique, à l'impact des activités des grands groupes industriels, qu'ils soient ou non propriétaires de médias, et à la consommation de leurs produits. Mais il est tout de même important de ne pas faire de lien systématiquement de cause à effet entre la structure financière et le traitement de l'information qui dépend de la direction et de ses intérêts. Par exemple, la radio Radio Nova, bien que privée, elle garde une ligne progressiste et engagée, ouvertement de gauche, détenue par le banquier Mathieu Pigasse. Tandis que Radio France, pourtant publique, met parfois des freins sur certains sujets, comme l'explique Damien Mestre, ancien pigiste à Europe 1. Mais dans l'ensemble, les milliardaires qui possèdent les médias ont peu d'intérêt à mettre l'écologie en avant. Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Xavier Niel, Arnaud Lagardère, la famille Bouygues, tous sont à la tête de grandes industries polluantes et ont tout intérêt de posséder des médias afin de s'en servir pour continuer de servir un système productiviste et consumériste qui ne fera que les enrichir. Résultat, plutôt que de parler de la réduction du trafic aérien ou de la fin des SUV, on préfère vendre du green business. Croissance verte, écocapitalisme, développement durable, ces concepts donnent l'illusion qu'on peut continuer à produire et consommer sans limite, simplement grâce aux avancées technologiques. Pour Hervé Kampf, journaliste, écrivain et directeur de la rédaction de Reporter, le capitalisme vert, c'est la continuation d'un système qui, dans son principe, est destructeur de l'environnement et qui, dans sa dernière phase, s'est traduit par une expansion extraordinaire des inégalités. C'est seulement une construction et un habillage idéologique pour faire croire que l'on peut évoluer par rapport à l'environnement sans changer les déterminants fondamentaux de nos régulations sociales, de notre système économique et de la répartition des pouvoirs dans cette société. Et c'est bien là le problème. Le capitalisme repose sur une croissance infinie, alors que les ressources, elles, sont limitées. Tandis que l'écologie est traitée comme un simple argument marketing, le cœur du problème restera intact. En 2020, plusieurs rapports et études montrent que les grandes marques polluent, mais continuent d'exister grâce aux médias qui leur offrent une vitrine. L'instance qui se charge de surveiller tout ça, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, la RPP, où son rôle est de vérifier que les pubs respectent certaines règles, par exemple, que la publicité doit éviter toute scène de violence ou de maltraitance, directe ou suggérée, et parmi tous les sujets qu'elle traite, elle surveille aussi ce qui est relatif à l'écologie. Elle contrôle les pubs à la télé, dans la presse, en affichage, sur les réseaux sociaux ou même en magasin. Mais d'après son 12e et dernier bilan, Publicité et Environnement, réalisé conjointement par l'ADEME et l'ARPP, 6,4% des publicités environnementales ne sont pas conformes. Sur 33 080 publicités diffusées en novembre et décembre 2023, puis en février et mars 2024,
extérieur, radio, film YouTube, post Facebook et bannière web, 65 sont jugés comme non conformes par la profession, soit 6,4%. Alors c'est un peu moins qu'en 2022, qui était à 7,6%, et près de 2 fois moins qu'en 2019, mais comme le dit le média Your Mother World, même si ça semble encourageant, ce ratio reste 2 à 10 fois supérieur à ceux des autres bilans thématiques de l'ARPP, comme celui sur les comportements alimentaires ou sur l'image et le respect de la personne. Résultat, on voit défiler des pubs pour des produits soi-disant éco-responsables, alors qu'en réalité, ils polluent autant que les autres, ils sont emballés dans du plastique, ils sont fabriqués à l'autre bout du monde, et donnent une illusion de choix écologique aux consommateurs. Ils le trompent. C'est ce qu'on appelle le greenwashing. Les entreprises se donnent une image verte avec des pubs bien ficelées et quelques actions marketing écolo, alors qu'en réalité, elles continuent de polluer ailleurs. Et les médias jouent le jeu. M6 par exemple annonce en 2021 la semaine du Green avec le slogan « Groupe M6 engagé par nature ». Une belle opération, juste une semaine, entourée de pubs pour des SUV ultra polluants. Et quand les médias ne l'utilisent pas pour vendre, ils la diabolisent. Ils la présentent comme extrême, dangereuse, voire totalitaire. Depuis 2020, après la percée des écologistes aux élections, un terme revient dans le débat public, les Khmers verts. Ce terme, souvent repris par certains commentateurs et politiques, décrit les écologistes comme des extrémistes imposant une écologie punitive qui représente, d'après eux, un réel danger pour la société. La comparaison est violente. Elle fait référence aux Khmers rouges, un mouvement politique et militaire d'inspiration communiste et maoïste, responsable d'1,7 million de morts au Cambodge. Et alors que la France suffoque sous la chaleur, le soir de la publication des conclusions de la Convention citoyenne pour le climat, BFM TV titre « 110 km/h, le retour de l'écologie punitive ». Sur CNews, Julien Draille affirme « On est retombé dans le piège de l'écologie punitive ». Même chose sur Canal+, Yves Calvi critique la Convention citoyenne pour le climat. « C'est pas ça, la démocratie participative. Ce ne sont pas 150 personnes qui ont été soumises à des pressions multiples de tous les lobbies écolos. » Mais certains vont encore plus loin. En 2019, Valeurs Actuelles titre en une « Les charlatans de l'écologie, enquête sur le totalitarisme vert », illustrant le portrait de Greta Thunberg comme la prochaine Mussolini, Hitler ou Staline, et utilisant la célèbre technique de l'argument point Godwin. Mais pourquoi ces comparaisons, me direz-vous ? L'idée, elle est de faire croire que l'écologie cache un projet autoritaire. Certains vont jusqu'à dire « les nazis protégeaient la nature » ou encore celle-là assez connue que Hitler était végétarien. C'est ce qu'on appelle le point Godwin, une technique qui consiste à discréditer son adversaire en le comparant aux nazis, peu importe le sujet. Une manière efficace de détourner le débat et d'empêcher toute discussion sur l'urgence climatique. Autre stratégie, la rendre anecdotique. Les catastrophes climatiques sont souvent présentées comme des phénomènes naturels, inévitables. On parle des canicules, des inondations, mais sans expliquer, comme on l'a dit plus tôt, leurs causes ni pointer les responsabilités des industries polluantes. Conséquence, l'écologie est alors dépolitisée et réduite à un simple sujet de société, et non à une question centrale qui touche l'économie, la santé et la justice sociale. Cas que l'on pourrait comparer au cas du coronavirus, où le traitement de l'information était similaire. On pouvait l'expliquer par des causes systémiques, la déforestation, notre rapport à la biodiversité, l'exploitation des animaux ou encore les transports nationaux qui ont contribué à la propagation du virus, mais les médias ont choisi de ne pas l'aborder et ainsi de voir cette pandémie et ses conséquences qui ne seraient pas de notre responsabilité, qui seraient exogènes sans nous demander la provenance, comme une météorite qui viendrait de nulle part. L'auteur Jean-Baptiste Combi explique d'ailleurs que d'après ses entretiens menés avec des journalistes spécialisés sur l'environnement, ce cadrage dépolitisant n'est pas forcément imposé du dehors par les groupes de pression industriels et financiers, il est intériorisé dans la définition du professionnalisme journalistique qui domine au sein des grandes rédactions, où les préoccupations environnementales seraient perçues avec condescendance. Selon Damien Mestre, ancien pigiste pour Europe 1, c'est un problème sociologique, avec une inertie systémique, à commencer par des rédacteurs en chef qui ont des profils types d'hommes de 50 ans, qui ne sont pas du tout sensibilisés par ces sujets, et qui devraient se plier à l'audience du média par peur d'une baisse si les sujets traités ne correspondent pas aux lecteurs fidèles. Résultat, l'écologie est traitée de manière superficielle, au profit d'un système productiviste et court-termiste. On passe sous silence les véritables causes et conséquences du dérèglement climatique, du déclin de la biodiversité, de l'épuisement des ressources et des inégalités mondiales.
Ce qui est essentiel est minimisé, ce qui est secondaire est amplifié. Alors, tout ce qu'on dit depuis le début, c'est bien triste, mais je ne vais pas vous laisser comme ça, promis, il existe des solutions. En tout cas, une solution, qui est d'ailleurs bien connue, les médias indépendants. Les médias indépendants se démarquent par leur indépendance financière, qui leur permet d'échapper aux pressions politiques et économiques. Contrairement aux grands médias, ils traitent l'information autrement, avec un regard plus critique sur les enjeux environnementaux, sociaux et économiques, et représentent une alternative journalistique. Leur objectif assumé est d'offrir une information plus complète et approfondie, mettre en avant les personnes concernées par les problématiques, les experts, les associations, les collectifs, citoyens et citoyennes engagés, ou encore questionner les contradictions du système productiviste et consumériste qui freinent la transition écologique et sociale. Les médias indépendants cassent le modèle classique, où l'écologie est réduite à un débat simpliste entre mauvaises nouvelles et solutions magiques. Ils analysent les causes profondes des crises environnementales, ils identifient les responsabilités, ne se contentent pas de généralités. Et enfin, ils donnent des faits et des chiffres pour appuyer leur analyse. Mais alors pourquoi sont-ils perçus comme gênants ? Eh bien tout simplement parce qu'ils remettent en question les privilèges et le mode de vie d'une minorité. Parce qu'ils s'attellent à nommer des responsables et à désigner des cibles à atteindre, une étape indispensable pour la mise en place de résistance et d'alternatives pour la justice climatique. Autre avantage, ils ne courent pas après le scoop. Ils prennent le temps d'analyser les faits, loin de l'actualité spectacle et des dépêches formatées. Bon, même si de plus en plus de médias mainstream le font, les médias indépendants jouent également un rôle d'éducation populaire, puisqu'ils fournissent des clés de compréhension aux citoyens et citoyennes sur un sujet et des situations complexes. Ils rendent accessibles les rapports scientifiques sur le climat, et enfin, ils expliquent pourquoi certains et certaines choisissent des options de mobilisation, comme bloquer des projets polluants par exemple. Alors si vous en cherchez, des médias indépendants, il en existe plein. Les plus connus sont Mediapart, Blast, Basta, Reporter, Socialterre, Bon Pote, Vert, Fakir, Médiacité, mais il y en a encore plein d'autres. Face au manque de qualité de contenu et de connaissances, la solution serait de former les médias mainstream aux enjeux climatiques et aux limites planétaires. Il y a des initiatives qui existent déjà. Par exemple, l'école de journalisme CFJ de Paris propose une formation de 25 heures sur l'intégration des enjeux climatiques dans les médias. Bon, c'est cool, sauf que c'est pas obligatoire, et puis c'est payant. Sinon, il y a des associations, comme l'Association des journalistes de l'environnement, la JE, les journalistes écrivains pour la nature et l'écologie, JNE, et les journalistes scientifiques de la presse d'information, AJSPI, qui offrent des formations gratuites, et avaient d'ailleurs lancé l'alerte dans une tribune publiée sur Reporter en disant « De la même manière que les rédactions ont été capables de se former aux enjeux sanitaires, elles doivent se former aux enjeux de notre temps. N'oublions pas que tout est lié, le climat, la biodiversité, l'alimentation, la santé, la précarité. La question environnementale ne peut se résumer à l'avis de l'un sur la technologie éolienne et à l'avis de l'autre sur la chasse à courre ou à la division de telle ou telle famille politique. » Une proposition envisageable puisqu'elle a déjà été faite. Même les députés s'y sont déjà mis. Rappelez-vous, en 2022, une formation express d'une 20aine de minutes au sein de l'Assemblée nationale sur la transition écologique, de manière totalement apartisane, proposée aux nouveaux élus par le député Mathieu Orphelin et le climatologue Christophe Cassou, avec des experts comme François Gémen, du GIEC, et Magali Regueza, du Haut Conseil pour le climat. Résultat, 154 députés formés en quelques heures, soit plus d'un quart de l'hémicycle. Une initiative vue comme une première approche très prometteuse pour des formations plus longues à l'avenir. Mais alors faut-il imposer ces formations aux journalistes ? Alors selon Damien Mestre, journaliste chez Socialterre, il serait intéressant d'envisager une formation qui serait sur la base du volontariat. En définitif, un véritable échange, plus qu'une formation créée entre les scientifiques et les journalistes, permettrait de relever les difficultés opératoires, les difficultés de compréhension, les leviers à mettre en place et les pistes de réflexion. Pour clôturer cet épisode, je ne peux que vous encourager à soutenir à la hauteur de vos moyens bien sûr les médias indépendants. À bientôt!